Bonjour chers élèves et bienvenue à tous les étudiants qui suivent le module de l'électromagnétisme. Je vais vous proposer un exercice, en fait 3 exercices sur les milieux aimantés et qui sont tous en relation avec un cylindre aimanté. Vous voyez bien que si vous avez un cylindre aimanté, tout dépend du type de l'aimantation et la symétrie va changer bien sûr d'un cas à l'autre. Donc c'est pas parce que vous avez un cylindre que vous pouvez déduire tout de suite la direction des champs magnétiques et on va voir 3 cas différents. Donc dans le premier cas, on va étudier un cylindre aimanté de façon uniforme avec une aimantation qui est perpendiculaire à l'axe Z. On va choisir cet axe par exemple Y. Dans le deuxième cas, donc ça c'est le deuxième cas, il va être aimanté avec une aimantation non uniforme qui est suivant θ. Et dans le troisième cas, il va être aimanté avec une aimantation non uniforme, mais cette fois-ci suivant au Z. Donc vous avez 3 types d'aimantation. Et bien sûr, dans tous les cas, c'est toujours étudier, déterminer les courants d'aimantation, le champ créé par ces courants d'aimantation, et vérifier que la somme du courant d'aimantation est égale à 0 dans chaque cas. Donc voilà le premier exercice, on va traiter le cas d'une aimantation uniforme. On va supposer que notre cylindre est aimanté avec une aimantation perpendiculaire à son axe, et on va choisir cette aimantation suivant l'axe J. Déterminer le champ magnétique créé par cette aimantation, déterminer les courants d'aimantation. Vous voyez bien qu'on vous demande d'abord le champ avant les courants d'aimantation. Ensuite, retrouver l'expression du champ à partir du courant d'aimantation. Donc on vous demande de calculer le champ créé par ce système en passant par les courants d'aimantation et par un calcul direct. Donc là, bien sûr, si l'aimantation est uniforme, on va utiliser la méthode qui permet de calculer d'abord le potentiel vecteur, et connaissant le potentiel vecteur, on va déduire le champ magnétique, exactement la même que nous avons déjà utilisée dans le diélectrique, c'est-à-dire en passant par le champ fictif. Je vous rappelle que le potentiel vecteur créé par un dipôle magnétique, c'est mu0 sur 4pi m vectoriel u sur r carré. C'est une grande analogie avec le potentiel électrostatique. Un potentiel dipôle électrique, qui crée un potentiel électrostatique qui est 1 sur 4 pi epsilon 0, P scalaire ER sur R carré. Donc vous voyez bien l'équivalent de M, c'est le moment magnétique, c'est le moment dipolaire, et l'équivalent de mu0, c'est 1 sur epsilon 0. Bien. Donc là, dans le cours, bien sûr, vous avez déjà montré cette relation. Si l'aimantation est uniforme, on peut montrer que le potentiel vecteur est donné par mu0 sur 4pi m vectoriel, un champ fictif. Et on va voir qu'est-ce que c'est que ce champ fictif. Donc d'où vient en fait cette relation? Ça vient de la définition du moment dipolaire que j'ai donné. Un moment magnétique M crée un dipôle magnétique, un potentiel vecteur A qui est égal à mu0 sur 4pi m vectoriel u sur r carré. Si j'ai un milieu aimanté, ça veut dire chaque élément de volume D2V, il contient un moment dipolaire D2M. Ce moment dipolaire D2M va créer un potentiel vecteur qui est D2A, qui est égal à mu0 sur 4pi D2M vectoriel U sur R carré. Or, par définition, le moment dipolaire D2M, c'est l'aimantation fois l'élément de volume. Donc, je remplace D2M par l'aimantation fois l'élément de volume. Et puis, puisque l'aimantation est uniforme, je vais la sortir de l'intégrale. Et donc, ça vous donne mu0 sur 4pi m vectoriel. Et là, je vais multiplier au haut et en bas par 4pi epsilon 0. Donc, vous voyez bien que ce champ-là, cette expression-là, ça représente, je peux représenter tout ça 4pi epsilon 0 d d'auto par ρ d d'auto, avec ρ égale à 4pi epsilon 0. C'est un champ électrique créé par une densité de charge uniforme 4pi epsilon 0. Autrement dit, le potentiel vecteur, c'est égal à mu0 4pi m vectoriel, un champ fictif. Ce champ fictif est donné par cette expression-là. Et ce champ fictif représente le champ créé par le milieu aimanté supposé chargé avec une densité de charge uniforme. ρ est égal à 4pi epsilon 0. Or, calculer le champ créé par un cylindre chargé, c'est très facile par le théorème de Gauss. Donc je disais, ce champ-là, c'est très facile à déterminer par le théorème de Gauss. Une fois qu'on connaît ES, on peut déterminer le potentiel vecteur, ensuite déduire le champ. Donc vous voyez maintenant la signification de ce champ fictif. Là, on est en présence d'un milieu aimanté, et pourtant, pour le calculer, on suppose que le cylindre est chargé avec une densité de charge uniforme.
Bon, le champ créé par un cylindre chargé uniforme, je ne vais pas le refaire par le théorème de Gauss, c'est très facile. Système invariance plus symétrie, le champ il ne dépend que de R, il est suivant ER. Bien sûr, le flux, ça sera uniquement le flux latéral, parce que le flux à travers les bases égale à 0. Le flux latéral, c'est 2πr fois h. Si R est supérieur à grand R, il n'y a que ce volume-là qui est chargé, c'est-à-dire ce volume-là qui est chargé plutôt, entre 0 et petit r. Donc, rho πr carré fois h. Si R est supérieur à grand R, il y a tout le volume jusqu'à grand R qui est chargé, rho πr carré fois h. Donc, on va déterminer le champ fictif à ES, c'est pour R inférieur à grand R, ça vous donne 2π fois R. Il suffit de remplacer ρ par 4π epsilon 0. Et pour R supérieur à grand R, bon chat, je pense tout le monde devrait être capable de retrouver ça facilement. Champ créé par un cylindre chargé avec ρ égale à 4π epsilon 0. Ça, c'est des choses de base de l'électrostatique. Bien, une fois qu'on a déterminé ES, on va déterminer le potentiel vecteur, qui est par définition mu0 sur 4π A vectoriel ES. Donc, A, c'est mu0 sur 4π mj. Vectoriel ES pour R inférieur à grand R, c'est 2πr. J vectoriel ER, donc vous voyez bien J vectoriel ER, c'est sinus cet angle, c'est-à-dire sinus pi sur 2 moins θ, et sinus pi sur 2 moins θ, c'est cosinus θ. D'accord? Et J vectoriel ER, il est suivant moins K. Donc, il est suivant moins K. Donc, ça vous donne moins mu0 sur 2, mr cosinus θ suivant K. Et pour R supérieur à grand R, bon, même calcul, et vous allez trouver moins mu0 m sur 2 r carré sur R cosinus θ suivant K. Donc, le potentiel vecteur a une seule composante suivant K, et cette composante, elle dépend de R et de θ. Donc, vous allez dans l'expression de rotationnel en coordonnées cylindriques, et vous ne gardez que la dérivée par rapport de A de Z par rapport à R, et la dérivée de A de Z par rapport à θ. Donc, il va vous rester uniquement deux termes. Et à partir de ces deux termes, vous allez trouver facilement cette expression-là. B égale pour R inférieur à grand R, c'est mu0 m sur 2 sinus θ suivant R plus cosinus θ suivant θ. Et pour R supérieur à grand R, ce sera mu0 m sur 2 r carré sur petit r carré sinus θ suivant R moins cosinus θ suivant θ. Or, si vous regardez à quoi est égal sinus θ suivant R plus cosinus θ suivant θ, ce n'est autre que le vecteur J. Donc vous voyez J, sa projection suivant R, c'est cosinus θ, et suivant Eθ, c'est le vecteur qui est perpendiculaire à R, c'est cosinus pi sur 2 moins θ, qui est sinus, donc Eθ, elle est là, donc J, donc on a dit cosinus θ suivant R, cosinus pi sur 2 moins θ plutôt, cosinus pi sur 2 moins θ suivant R, et puis cosinus θ bien sûr, suivant Eθ. Donc voilà, et c'est exactement ce qu'on a ici, donc ça c'est le vecteur J. Or, M suivant J n'est autre que l'aimantation M, et donc on retrouve que le champ magnétique à l'intérieur du cylindre aimanté perpendiculaire à son axe, c'est constant, et sa valeur c'est mu0 M sur 2. Bon, à l'extérieur, on va le laisser sous cette forme. Voilà la première méthode, donc passons par le champ fictif. Bien, maintenant, en utilisant directement les courants d'aimantation. On va d'abord déterminer ce courant. Puisque M est uniforme, bien sûr, les courants volumiques sont nuls. Si M et les courants surfaciques, c'est M vectoriel ER. On suppose toujours le cylindre infini, donc il n'y a que la surface latérale qui va être concernée. La normale, bien sûr, c'est le vecteur ER, ou bien ρ. M est suivant J, et J vectoriel ρ, on a dit c'est moins M cosinus θ suivant K. Donc vous voyez bien que les courants sont surfaciques. Ils seront suivants, si cosinus θ est positif, ils seront suivants moins K. Bon, on représente ici une vue au-dessus du cylindre. Voilà, θ est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Cosinus θ est positif. Donc, les courants d'aimantation vont être suivant moins K. Donc, ce sont des courants rentrants. Sur l'autre moitié du cylindre, vous allez avoir des courants qui seront sur l'autre partie suivant EZ. Donc, vous avez la moitié. Ce sont des courants qui sont suivant EZ. Et sur cette moitié-là, ce sont des courants surfaciques suivant moins EZ. Donc là, le problème devient un problème de magnétostatique. C'est comme si je vous dis, en magnétostatique, vous avez un cylindre chargé en surface avec moins m cosinus θ suivant K. Déterminez le champ magnétique en un point quelconque de l'espace. Est-ce que c'est facile à déterminer? Pas du tout. Donc là, on va essayer de déterminer juste le champ par calcul direct d'un point à l'intérieur et on va choisir le centre. Est-ce que je peux utiliser le théorème d'Ampère?
pour déterminer le champ, par exemple, en ce point? Est-ce qu'il y a une symétrie dans ce cas-là? Vous n'avez pas une symétrie cylindrique. Là, il faut faire très attention. Vous avez la moitié qui est positive, la moitié qui est négative. Par exemple, ce champ-là, ce plan-là n'est plus un plan de symétrie. Donc, vous avez l'image de ce courant positif, c'est un courant négatif, alors que ici, vous avez un courant, on peut avoir un courant négatif, son image, c'est un courant négatif. Donc, la moitié, donc vous n'avez plus une symétrie cylindrique dans ce cas-là. Donc là, il faut faire très attention. Le seul plan de symétrie, c'est le plan qui est perpendiculaire. Donc perpendiculaire au point M, c'est-à-dire le plan ER, Eθ. Donc ER, Eθ est un plan, on peut dire c'est un plan de symétrie. Mais on n'a pas un champ qui est ni suivant Eθ, ni il ne garde une direction fixe. Donc on aura un champ qui va avoir une composante suivant ER, une composante suivant Eθ. Un champ magnétique très compliqué, c'est le champ créé par un dipôle. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas penser à ampère. Donc on ne peut pas l'utiliser. C'est pas parce qu'on a un cylindre qu'il faut toujours choisir quand est-ce que je peux utiliser le théorème d'ampère. Si je peux choisir un contour fermé et suivant ce contour, le champ il est toujours tangent à D de L. C'est-à-dire soit j'ai un champ qui est suivant Eθ, soit un champ qui garde une direction fixe. Et dans ce cas-là, ce n'est pas le cas. On n'a pas une symétrie qui permet de déterminer la direction exacte du champ magnétique. Et dans ce cas-là, on ne peut faire que le calcul direct. Et donc, pour faire le calcul direct, on va choisir juste le calcul à l'intérieur du cylindre. En plus, on va choisir un point particulier, le centre. Et question, juste déterminer le champ créé par cette distribution au point A. Et là, on va voir que le calcul direct va être très facile. Bon, très facile, ça dépend. Il faut bien comprendre le système. Donc, vous avez la moitié, le cylindre, c'est une succession de fils infinis, suivant moins K dans une moitié et suivant plus K dans l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour déterminer le champ? Donc, je prends un élément de courant D de L. Et pour moi, cet élément de courant, ce sera un fil infini parcouru par une densité de courant surfacique JS. Et cet élément de courant, je l'appelle D de I. Je vous rappelle que la densité surfacique, c'est le courant par unité de longueur. Et la longueur, c'est la longueur qui est perpendiculaire à I. Cette longueur-là, c'est celle-là, qui est perpendiculaire à I. Et cette longueur, c'est grand R fois D de θ. Donc grand R D de θ. Voilà. Or, on sait que le champ créé par un fil infini, c'est mu0 I sur 2πr. Donc, je peux déterminer le champ créé par ce fil infini parcouru par ce courant D de I. Après, je vais intégrer. Voilà la procédure. Donc, on a par symétrie d'abord, on va utiliser la symétrie. Cette fois-ci, pour calculer le champ au centre, on a ce plan-là est un plan d'antisymétrie, le plan OZ, OY, OX plutôt. Pas celui-là, pardon, celui-là c'est un plan c'est le plan de symétrie. Là, il faut chercher le plan de symétrie plutôt, parce qu'on est au magnétisme. Donc, si ce plan-là, le plan OX, OZ, c'est un plan de symétrie. Donc, l'image d'un courant positif, c'est un courant positif. L'image d'un courant suivant moins OZ, c'est un courant suivant moins OZ. Donc, le champ va être perpendiculaire à OX, OZ, donc il va être suivant J. On va prendre un fil infini d'épaisseur RD de θ. Je sais que le champ créé par un fil infini, c'est mu0 D de I, je l'appelle D de B, sur 2πr suivant ce vecteur-là que j'appelle Eθ. Parce que le courant il est suivant moi EZ, faites la règle de la main droite, ça va vous donner un courant qui est perpendiculaire, bien sûr, à cette distance-là, et il est suivant dans cette direction-là. Bien, donc je peux remplacer D de I par sa valeur, c'est J fois D de S, J c'est R cosinus θ, et D de L c'est R D de θ. Donc là, R D de θ, voilà. M cosinus θ et D de L, c'est R D de θ. D'après la symétrie, le champ est suivant J, donc je m'intéresse qu'à la projection de D de B suivant J. Et là, la projection de D de B suivant J, ça va me donner ce vecteur-là. Et ce vecteur, cette composante-là. Et cette composante est égale à quoi? Est égale à D de B fois cosinus cet angle. Et là, vous avez θ, puis sur 2 moins θ, donc θ. Ça va vous donner cosinus θ. Donc, D de B du Y, c'est mu0m sur 2πr cos carré θ. Donc là, faites attention. Donc, petit r, pour tous les courants, petit r égale à grand R, puisqu'on calcule le champ au centre. Donc, il faut remplacer ici petit r par grand R. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Parce que tous les courants sont situés à la même distance, grand R du centre.
Voilà, après il suffit d'intégrer cette relation, l'intégrale de cos carré c'est pi, et vous voyez, on retrouve facilement mu 0 m sur 2. Donc voilà comment on détermine le champ par les courants d'aimantation. Maintenant, je passe au deuxième exercice, cas d'aimantation non uniforme cette fois-ci. Et on va choisir une aimantation qui est suivant Eθ. Donc, si vous avez une aimantation non uniforme, vous allez avoir du courant volumique et du courant surfacique. Donc, les courants surfaciques, c'est m vectoriel n, Eθ vectoriel ER, c'est moins k. Donc, ça va être moins alpha. Et là aussi, faites attention, si on parle du courant surfacique, ça veut dire petit r égale 1 constante, c'est grand R. C'est très important, une erreur classique. Vous oubliez, vous laissez ici petit r, et là, vous aurez des problèmes tout à l'heure. Je m'intéresse à tout ce qui se passe sur cette surface-là, surface latérale, et pour tous les points de la surface latérale, petit r égale à grand R. Donc voilà la densité du courant surfacique. Pour volumique, vous calculez rotationnel de cette expression-là. Donc là, vous avez m, c'est m indice θ qui dépend de r. Donc il va rester uniquement d de m par rapport à θ, d de m indice θ sur d de r. Seul terme dans rotationnel. Et donc là, vous voyez d de m de r par rapport à θ. Donc d de m, on a dit d de m de θ par rapport à r. Donc il n'y a que ce terme qui va rester. Et ce terme va vous donner 2 alpha suivant k. Voilà, donc ça veut dire une densité de courant surfacique qui est suivant k. Volumique qui est suivant k. Donc voilà, en volume, c'est suivant k. En surface, c'est suivant moins k. Voilà. Donc vérifiez que la somme du courant est nulle. Bon, la somme du courant, c'est la somme du courant surfacique plus la somme du courant volumique. Surfacique, c'est toujours d de i sur d de l perpendiculaire. Là aussi, d de l perpendiculaire, c'est grand R d de θ. Et ça vous donne moins alpha r carré de θ plus la densité de courant volumique fois d de s. Un élément de surface, c'est R, grand R, d de θ, d de r. Donc voilà. Et vous remplacez ici, vous allez trouver facilement 0. Bien. Maintenant, on veut calculer le champ magnétique dans ce cas-là. Donc là, fort heureusement, on a par symétrie. Donc là, on voyait que tout plan MERZ, n'importe quel plan ERZ qui passe par, qui est perpendiculaire à cylindre et qui contient l'axe OZ est un plan de symétrie. Donc, le champ est suivant Eθ. Là, on a une symétrie, c'est pas comme tout à l'heure. Donc là, vous prenez ce plan-là, vous prenez ce plan-là. Tous ces plans-là sont des plans de symétrie. Donc le champ, il est suivant Eθ. Puisque le champ garde une direction fixe, il est suivant Eθ. Il tourne suivant Eθ. Je peux utiliser le théorème d'Ampère. Donc le théorème d'Ampère, bien sûr, le contour, ce sera un cercle de rayon petit r. D de L, c'est D de L suivant Eθ. Et puis, on va distinguer les cas. R inférieur à grand R. La circulation, c'est toujours 2πr soit V, B de θ. Les courants, c'est le courant intérieur à gamma, c'est-à-dire tous les courants qui traversent cette surface, et ça sera J fois cette surface-là, J d de S. Comme J c'est une constante, donc ça sera J fois pi r carré, et ça vous donne un champ magnétique qui est mesuré alpha R suivant Eθ. Et pour R supérieur à grand R, bien sûr, là, c'est pas la peine de faire de calcul, parce qu'on a déjà montré que la somme du courant d'aimantation est égale à 0, donc tout de suite, B fois 2πr, B de θ égale à 0, donc B égale à 0. Donc faites attention, ce n'est pas parce que la somme du courant est égale à 0 que B égale à 0, c'est parce que la somme du courant est égale à 0, et la circulation, je peux l'écrire 2πr fois B. Ça c'est différent de 0, donc c'est B de θ égale à 0. Vous pouvez avoir la somme du courant est nulle sans que le champ soit nul. C'est le cas des dipôles magnétiques. Le champ subit une discontinuité car vous avez vous voyez bien, on passe de 0 à l'extérieur jusqu'à une valeur moins alpha R suivant K. C'est normal parce qu'on a une densité de courant surfacique. Et vous avez la relation de continuité entre deux milieux 1 et milieu 2. C'est N de 1 vectoriel. Donc N dirigé de 2 vers 1. Donc voilà le milieu 2, voilà le milieu 1. La normale c'est moins ER. Vous remplacez ici par moins ER. Vous remplacez B1 par B2 et vous allez vérifier que ça c'est exactement G surfacique. Donc la relation de continuité est bien vérifiée. Voilà, j'ai remplacé ici B1 par sa valeur, B2 par 0 et je retrouve effectivement la relation de continuité est très bien vérifiée. Bien, maintenant on passe à la deuxième cas. Vous voyez, c'est toujours même géométrie, mais c'est juste l'expression de l'aimantation qui change. Là, on va choisir une aimantation toujours non uniforme. Donc pas question de penser au champ fictif, que ce soit dans ce cas, que ce soit dans le cas précédent.
Faites attention, le champ fictif ou bien le potentiel, je ne peux pas l'utiliser parce que l'alimentation est uniforme. Donc, je dois calculer directement les courants d'aimantation. Donc, M vectoriel ER, dans ce cas-là, ça me donne alpha R suivant Eθ. Là aussi, je remplace petit r par grand R. Donc, vous avez des courants surfaciques suivant Eθ et du courant volumique qui sont suivant moins Eθ. Donc, les courants, en fait, c'est une succession, bien un empilement de solénoïdes. Or, on sait que le champ à l'extérieur d'un solide est nul, donc on peut dire tout de suite que B à l'extérieur est égal à 0. Il suffit de déterminer B en un point à l'intérieur. Là aussi, on a une symétrie, il n'y a pas de problème. Bon, là, c'est D de L. Faites attention ici. Voilà les courants ici vont Eθ. Donc, D de L, qui est la longueur perpendiculaire à J, c'est cette distance-là. Et cette distance-là, c'est D de R. C'est D de R. Voilà, D de R. Donc, et D de S, c'est la surface qui est perpendiculaire, c'est celle-là. Donc, ce sera D de R fois D de Z. D de R fois D de Z. Donc, D de petit r ici. Donc, la sommation du courant d'aimantation, c'est le surfacique fois donc faites attention là, non c'est pas D de R parce que sur la surface, voilà les courants surfaciques et sur l'élément de longueur perpendiculaire c'est ça, c'est D de Z, c'est D de Z. Alors que pour les courants volumiques, voilà, vous avez partout ici des courants qui sont comme ça. Voilà la surface qui sera perpendiculaire à J. Et la surface perpendiculaire à J, ce sera D de R fois D de Z. Il faut faire très attention. D de R fois D de Z. Donc je remplace alpha surfacique D de L par D de Z. Alpha volumique, c'est alpha fois D de S qui est égal à D de R sur D de Z. Et je retrouve bien 0. Donc la somme du courant d'aimantation doit toujours égale à 0. Calculer le champ créé par les courants d'aimantation. Donc là aussi, on a une symétrie parce que tout plan perpendiculaire au solénoïde, c'est la même symétrie qu'on utilise pour déterminer le champ créé par un solénoïde infini. Donc le plan ER, Eθ, donc c'est-à-dire tout plan perpendiculaire au solénoïde est un plan de symétrie. Donc le champ va être suivant EZ. Si le champ est suivant EZ, le contour d'intégration c'est un rectangle. D'accord. Et pour chercher le champ à l'intérieur, on va choisir un rectangle situé à une distance petit r. Il faut faire très attention. La circulation de B, ça va être la circulation suivant AB. Donc toujours B, c'est algébrique. Ah, ça peut être suivant plus EZ, ça peut être suivant moins EZ. Mais la circulation, ça sera la circulation suivant AB, puisque B ne dépend que de R. Tous les points sur AB sont à la même distance R. Donc B, c'est une constante. Donc ça sera B de R fois AB. Ici, B est perpendiculaire à D de L. Ici, B est perpendiculaire à D de L. À l'extérieur, le champ est nul. Donc, tous les autres termes sont nuls. Quels sont les courants d'aimantation qui sont internes à ce contour gamma? Il y a ces courants surfaciques et il y a ces courants volumiques. Donc, les courants surfaciques, c'est l'intégrale J surfacique D de Z, j'intègre sur une longueur L. Et surfacique, là, suivant ce contour, D de S et les suivants. Et les sortants, donc faites attention, suivant ce contour-là, si j'ai un contour gamma, je l'oriente dans ce sens-là, D de S et les sortants. Or, ici, les courants sont rentrants. Donc, vous allez avoir un signe moins. Moins alpha D de R, D de Z. Bon, j'intègre, et là, les bornes d'intégration. J'intègre uniquement les courants internes à gamma. Donc, les bornes d'intégration, petit r, ils varient entre petit r et grand R. Entre petit r et grand R. Et bien sûr Z entre 0 et L. Voilà, c'est la seule difficulté dans l'exercice. Donc, je calcule la somme du courant d'aimantation et je trouve mu0 alpha petit r fois grand L. Donc, j'ai B égale à mu0 alpha petit r fois EZ. Donc, vous voyez bien ici que le champ pour R supérieur à grand R n'est pas nul. D'accord? Donc, voilà, on a déterminé le champ R inférieur à grand R. On a déterminé le champ pour R supérieur à grand R. Et voilà, vous voyez, un peu, suivant le type d'alimentation, vous pouvez avoir un problème complètement différent. Voilà, j'espère qu'avec ceci, j'ai traité pratiquement tous les problèmes qui sont en liaison avec un cylindre aimanté, perpendiculairement à l'axe, suivant Eθ, suivant EZ. Toujours vérifier que la somme du courant d'aimantation est égale à 0. Toujours déterminer les courants surfaciques, les courants volumiques. Savoir est-ce que vous avez une symétrie qui vous permet d'utiliser le théorème d'Ampère. Sinon, il faut penser au calcul direct. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos camarades.
de la liker. Abonnez-vous bien sûr ceux qui ne sont pas encore abonnés pour recevoir les autres corrigés. Bon courage et à très bientôt.